Bonjour. Le cours d'aujourd'hui porte le nom de « Du continu au discret ». Alors, de quoi s'agit-il? En fait, il s'agit de mimer avec des opérations discrètes, des opérations qui ne peuvent être définies que dans l'espace continu. Dans ce cours, on va évidemment bien définir ce qu'on entend par continu et discret, comment ils sont reliés l'un à l'autre, et puis on va voir comment, mathématiquement, on définit des opérations discrètes qui miment des opérations continues. Pour fixer un peu les choses, je vais vous présenter quelques-unes de ces opérations. On va utiliser pour ça cette aquarelle qui a été peinte par un illustrateur anglais du nom de Alan Lee et extraite d'un livre qu'il a coécrit avec un autre illustrateur du nom de Brian Flood. Alors, la première et la plus connue de ces opérations, c'est l'opération de dérivation d'image. La dérivation, c'est quelque chose qui n'existe pas dans l'espace discret. Elle ne peut pas être définie dans l'espace discret. Elle ne peut être qu'approximée dans l'espace discret. Et on va voir comment est-ce qu'on peut approximer une opération de dérivation d'image, par exemple, dans l'espace discret. Vous avez peut-être déjà vu en fait des utilisations de la dérivation d'image pour extraire des contours, pour chercher des points particuliers, etc. Un autre type d'opération que l'on peut faire, que l'on peut mimer avec des opérations discrètes, c'est le filtrage fréquentiel. Filtrage fréquentiel, vous avez un certain nombre de filtres possibles, les filtres passe-bas par exemple, ou encore des filtres passe-haut, donc les filtres passe-bas qui vont retirer des détails et lisser un peu l'image, les filtres passe-haut qui vont faire le contraire, accentuer les détails de l'image. Ce type de filtres ne sont pas définis du tout dans l'espace discret, mais ils peuvent être approchés par des opérations discrètes. Encore une autre famille, c'est la famille des transformations d'images. Donc dans les transformations d'images, vous avez un certain nombre, parmi lesquelles les translations et rotations d'images, qu'on appelle aussi les transformations rigides. Elles sont rigides dans l'espace de l'image, dans le plan. Vous avez d'autres transformations qui sont par exemple les transformations d'homographie ou les transformations de perspective, qui sont rigides dans l'espace 3D mais qui ne sont pas rigides dans l'espace de l'image. Et puis encore des autres transformations qui ne sont pas du tout rigides. Voilà, de ce type-là, des transformations de déformation, transformations qui peuvent être utilisées entre autres pour réaliser des anamorphoses ou encore pour retirer des distorsions qui ont été prises lors de la capture de l'image. Alors quand on parle d'espace continu et d'espace discret, de quoi parle-t-on vraiment? Alors regardez bien cette image. Vous voyez sur cette image, on voit un certain nombre de choses. Là c'est du rocher, là ça a l'air d'être des arbres, des montagnes au loin, des nuages, de l'eau. Ici, on voit qu'on a pas mal de textures, pas mal de détails, pareil pour l'arbre. On va s'intéresser un petit peu plus à cet arbre. Vous voyez, on va zoomer une partie de l'arbre, voilà. Vous voyez, quand je zoome une partie de l'arbre, ici, je vois bien des feuillages, quelques branchages, etc. Je vais zoomer encore un petit peu plus. Vous voyez, là, je commence déjà à voir apparaître des choses qui sont un petit peu moins précises, des petits points. Vous voyez, on distingue moins les branches, on distingue moins les feuilles que l'on les distinguait tout à l'heure. Si je zoome encore, eh bien là, en fait, l'illusion de voir des feuilles, des branches, etc. disparaît complètement. Et que ce que je vois? Je vois des petits carrés de couleurs différentes juxtaposés les uns à côté des autres. Pourquoi ça? Eh bien parce que cette image, l'image qu'on est en train de regarder, qui est une image numérique, elle est évidemment par essence discrète. Elle est composée d'éléments que l'on appelle des pixels, picture element, et qui sont positionnés de façon discrète, régulièrement les uns à côté des autres. Si je zoome encore un petit peu plus, eh bien, voilà, qu'est-ce qui va se produire? Eh bien, j'ai mes pixels, vous voyez, qui sont ici, enfin en tout cas les informations que j'ai, mais par contre, je ne sais pas du tout ce qui se passe ici. Entre ce point-là et ce point-là, je ne sais pas du tout ce qui se passe. Je n'ai pas d'information. Cette représentation n'est pas continue, puisque si elle était continue, entre deux points sur lesquels j'ai de l'information, j'aurais aussi de l'information. Une image continue, en gros, c'est une image sur laquelle on peut zoomer perpétuellement, c'est-à-dire où
je pourrais zoomer sur les branches et voir les branches, ensuite je pourrais encore zoomer et voir l'écorce, et puis je pourrais encore zoomer et éventuellement voir des insectes qui s'attaquent à l'arbre, etc., etc. Ce n'est pas le cas sur une image discrète. Vous savez bien qu'au bout d'un moment, quand on zoome, on finit par voir les pixels et donc on n'a plus d'informations. Cette restriction d'information, eh bien, elle est liée au fameux théorème de Shannon qui dit que avec une image qui a une définition particulière, on ne peut pas représenter des détails qui sont en dessous de cette définition. L'idée de l'approche continue discret, c'est pas de s'affranchir de Shannon, quoi qu'on puisse le faire aussi avec ce type d'approche en faisant ce qu'on appelle de la super résolution, mais c'est d'essayer d'approcher des opérations qui sont définies dans l'espace continu par des opérations discrètes. La première chose que l'on va faire, eh bien, c'est d'essayer de visualiser un petit peu ça. Donc maintenant, quoique l'on sache que cette image est une image discrète, on va supposer que c'est une représentation continue et que, d'autre part, j'ai une représentation discrète de cette image, voilà, que je représente comme ça. Donc globalement, j'ai l'image continue ici et j'ai l'image discrète. Je vais séparer mon espace en deux, l'espace discret à droite et l'espace continu à gauche. Donc je vais mettre mon image discrète à droite et mon image continue à gauche. Et pour qu'on puisse mieux comprendre encore mon propos, eh bien, je vais m'intéresser qu'à une petite zone de cette image, par exemple la zone qu'on a visualisée tout à l'heure, celle-ci, et puis son équivalent dans l'espace discret. Voilà. Donc globalement, on va faire comme si ici j'avais mon image discrète et ici mon image continue. Pour pouvoir faire les opérations discrètes, équivalentes ou mimant des opérations continues, je vais avoir besoin de deux modèles mathématiques. Un modèle me permettant d'aller de l'espace continu vers l'espace discret, et un modèle me permettant d'aller de l'espace discret vers l'espace continu. Alors on va commencer par s'intéresser, bien sûr, à le premier modèle mathématique, donc comment on va de l'espace continu à l'espace discret. Comment est-ce que je peux passer de cette image-là à cette image-là? Qu'est-ce qui me permet de passer de cette image-là à cette image-là? Cette image-là, c'est l'image qui a été prise par mon système d'acquisition d'images, et cette image-là, c'est l'image que j'ai acquise, l'image continue, ce qui se trouvait en face de ma caméra, mon appareil photo. Qu'est-ce qui fait exactement cet appareil photo? Eh bien, il va, par son système optique, projeter cette image continue sur une grille d'éléments photosensibles qu'on appelle les pixels physiques. Donc, globalement, chacune des informations qu'on a ici sont issues de la projection du monde continu sur chacun des éléments, ici, de la rétine de ma caméra. Par exemple, si je m'intéresse à ce pixel ici correspond à ce pixel ici, et ce que l'on peut dire, par exemple, c'est que la valeur qui est ici, c'est quelque chose comme la moyenne des valeurs qui sont ici. Alors évidemment, il ne s'agit pas de faire de la moyenne de couleurs, ça ne veut pas dire grand-chose. Vous savez que l'image couleur est représentée par trois images, une image rouge, une image verte, une image bleue. Je peux faire la moyenne des valeurs de rouge, les valeurs de vert et les valeurs de bleu, ce qui me donnerait la valeur qui est ici. Alors cette représentation est un peu naïve, pas tout à fait exacte. En fait, si je zoome un petit peu sur cette zone de l'image, mon capteur photosensible déjà ne couvre pas la totalité de cette surface ici, mais n'en couvre qu'une seule partie, et généralement est plus sensible au centre de l'image que sur les bords de l'image. Et pour représenter la façon dont j'intègre l'information qui est ici pour obtenir cette information-là, j'utilise un modèle de pondération où je vais dire que je pondère plus fortement les zones qui sont ici, moins les zones qui sont un petit peu autour, moins les zones qui sont un peu autour, etc. Et je vais représenter cette pondération par une fonction, vous voyez, qui est plus élevée ici et moins élevée sur les bords, et qui vaut 0 à partir du moment où je franchis cette zone-là. Pour obtenir la valeur de ce pixel ici,
qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais prendre mon image continue ici, je vais positionner sur ce pixel ici cette fonction qu'on appelle aussi noyau, hein, donc ce type de fonction ici, vous voyez, qui forme une espèce de chapeau ici, ce qu'on appelle un noyau, qui va s'appeler aussi la réponse impulsionnelle de ce pixel. Et donc, je vais faire une intégrale de la totalité de l'image en la multipliant par ce noyau-là. Donc là, cette fonction ici vaut 0 dans toute cette zone-là, il ne vaut pas 0 ici, donc ça va me permettre de faire une intégrale locale. Donc je passe en fait de cette image, de cette image ici à ce pixel-là en faisant cette intégrale. Et puis ensuite, je peux déplacer ce noyau ici pour obtenir la valeur de ce pixel-là et faire l'intégration de ce qui se trouve ici. En supposant, ce qu'on suppose habituellement, que tous les pixels de ma rétine répondent de la même façon, alors je peux représenter la transformation me permettant d'aller de l'espace continu à l'espace discret par ce noyau qui va porter le nom de noyau d'échantillonnage. Donc l'opération qui me permet d'aller de l'espace continu à l'espace discret s'appelle l'échantillonnage et est basée sur la réponse impulsionnelle de chacun des pixels qu'on va supposer être commune, et cette réponse impulsionnelle est modélisée par ce noyau d'échantillonnage. Maintenant que nous avons vu comment on pouvait passer de l'espace continu à l'espace discret, on va pouvoir s'interroger à comment on peut passer de l'espace discret à l'espace continu. C'est-à-dire comment je peux passer de cette image-là à cette image-là. Alors on va zoomer un peu ces deux images pour bien comprendre ce que l'on va vouloir faire. L'idée, c'est d'essayer de reconstruire cette image à partir de ces informations-là. Comme vous le pressentez très certainement, ce n'est pas possible. On ne peut pas passer de cette image à cette image. Pourquoi? Parce que quand on a fait l'échantillonnage, quand on est passé de l'image continue à l'image discrète, eh bien on a perdu des informations. Cette perte d'informations, elle est liée, comme on l'a évoqué tout à l'heure, au fameux théorème de Shannon, qui nous dit qu'avec des pixels qui sont espacés comme ça, je ne peux pas reconstruire des informations, vous voyez, qui sont aussi peu espacées ici. Alors on va essayer quand même. Qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, supposons que je veuille regarder ce qui se passe ici. Donc ici, la valeur du pixel est vert, ici la valeur du pixel est jaune, et entre les deux, je vais passer tranquillement du vert vers le jaune. Si je regarde ça un petit peu mieux, donc là je vais représenter par des points rouges les endroits où j'ai de l'information. Donc j'ai de l'information, vous voyez, à tous les centres de mes endroits où j'ai des couleurs. Et puis j'ai défini une grille supplémentaire ici en bleu, des endroits où je n'ai pas d'information. C'est-à-dire je ne connais par exemple pas la couleur de ce point-là, ni la couleur de ce point-là. Une façon de voir les choses, c'est de se dire, la couleur de ce point ici, vous voyez, elle est, puisque ce point se trouve entre ce point-là et ce point-là, c'est quelque chose qui est entre le vert et le jaune. Plus proche du vert parce que je suis plus proche de ce point-là. Et puis ici, ce point-là, lui par contre, il est plus proche du jaune parce que je suis plus proche de ce point-là. Si maintenant je considère ce point ici, eh bien, vous voyez, il est proche de ce point-là, de ce point-là, de ce point-là, de ce point-là. Pour reconstruire sa couleur, eh bien, très certainement, c'est quelque chose qui va être entre le vert, le jaune, le marron et puis cette espèce de gris ici, mais plus proche du vert que des autres couleurs. Pour représenter la façon dont je vais passer de ces valeurs ici, de ces points ici, à cette valeur ici, je vais encore définir une fonction de poids. Voilà, cette fonction de poids, je l'ai présentée comme ça. Elle a une valeur plus forte ici, plus faible ici, et puis en dehors de ce cercle jaune, elle vaut 0. Pour définir la couleur en ce point-là, je vais mettre comme poids pour cette valeur-là, la valeur que je trouve ici. Le poids ici va être défini par ma fonction en ce point-là, le poids ici par ma fonction en ce point-là, et le poids ici par ma fonction en ce point-là. Si jamais je veux connaître estimer la valeur de ce point-là, eh bien je vais multiplier
chacune de ces valeurs par leur poids correspondant et en faire la somme pour obtenir la valeur de ce point-là. Si je me place ailleurs, par exemple si je veux reconstruire la valeur de ce point ici, eh bien je vais de nouveau utiliser une fonction de pondération. Mais vous voyez que ici, je vais faire intervenir ce point-là, celui-ci, celui-ci, celui-là et celui-là. L'opération que l'on va faire pour passer de l'espace discret à l'espace continu, l'opération mathématique, ça s'appelle plus généralement une reconstruction, et dans certains cas particuliers, ce cas étant que les valeurs qui se trouvent ici sont exactement les valeurs qui se trouvent là, à ce moment-là, la reconstruction va s'appeler une interpolation. Alors, qu'est-ce que l'on obtient quand on fait ce type de reconstruction? Eh bien, voilà ce qu'on obtient. Réellement, hein, j'ai vraiment fait l'interpolation. Alors, j'ai fait une interpolation qui s'appelle bilinéaire de l'image que je vous ai présentée. Et comme on peut voir, vous voyez, cette image-là ressemble pas mal à cette image-là. Qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, cette image-là, on dirait que c'est cette image-là floutée. C'est normal, puisque lorsque j'ai fait de l'échantillonnage, j'ai perdu les hautes fréquences de cette image. Je ne récupère que les basses fréquences, donc c'est comme si j'avais fait passer cette image dans un filtre passe-bas. Alors vous me direz, oui, mais quand même, cette image-là et cette image-là, elles sont un petit peu différentes. On va les éloigner un petit peu, les rapetisser, retrouver la taille d'origine. Vous voyez, là déjà, on trouve qu'elles se ressemblent un petit peu plus. Je vais encore les éloigner, regardez. La différence qui existe entre ça et ça, elle n'est pas très forte. Pourquoi? Mais parce que là, je visualise ces deux images à la résolution à laquelle elles doivent être visualisées, c'est-à-dire à la résolution de l'image d'origine. Et je vais faire encore autre chose, regardez. Je vais maintenant remplacer cette image reconstruite par l'image des pixels que j'avais tout à l'heure. Ben, vous voyez, on ne voit pas trop de différence en fait à cette distance-là ou à cette résolution-là entre cette image ici et cette image-là. Alors si on revient aux images de départ, donc ici mon image discrète et là mon image continue, comment je fais pour passer du discret au continu? Eh bien, je vais faire de nouveau une convolution, mais une convolution donc de cette image discrète avec un noyau continu, et ce noyau, qui est comme ceci, voilà, me permet de passer de l'espace discret à l'espace continu, et il porte le nom de noyau d'interpolation, ou plus généralement, noyau de reconstruction. Donc l'interpolation étant un cas particulier de reconstruction. Donc j'ai maintenant deux modèles mathématiques, l'un qui me permet d'aller de l'espace continu à l'espace discret, et l'autre qui me permet d'aller de l'espace discret à l'espace continu. Et maintenant, on va se rappeler un petit peu de ce qu'on veut faire. Ce que l'on veut faire, c'est créer des opérations discrètes qui miment des opérations continues. Donc par exemple, un filtre passe-bas, voilà, créer une opération discrète qui me fasse comme si j'avais eu un filtre passe-bas. Un filtre passe-haut, créer une opération discrète qui fasse comme si j'avais eu un filtre passe-haut. Bon, là, c'est un petit peu moins évident, hein, bien sûr, parce que la discrétisation me retire le côté passe-haut. Je veux faire une opération qui soit équivalente, par exemple, à une rotation. Alors, regardez bien ici, c'est très intéressant, parce que quand j'ai fait ma petite animation, vous avez eu l'impression de voir l'image tourner. C'est une fausse impression. Je n'ai pas fait tourner l'image. Qu'est-ce que j'ai fait? Regardez, si vous regardez les pixels ici, ils sont toujours dans la même position, ces pixels. Ils sont toujours carrés. Je n'ai pas fait tourner les pixels eux-mêmes. J'ai fait tourner l'image. Regardez bien. Vous voyez? J'ai fait tourner l'image. Je n'ai pas fait tourner les pixels. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié les couleurs des pixels pour donner l'impression que l'image était en train de tourner. Et enfin, dernier exemple, bon, c'est l'exemple de la dérivation. Donc ce qu'on veut faire, c'est avoir l'impression d'avoir dérivé l'image, donc avoir une image échantillonnée
qui soit l'équivalent échantillonné de ce que j'obtiens en faisant la dérivée de mon image. Alors pour illustrer la méthode générale, on va s'appuyer justement sur cet exemple-là, l'exemple de la dérivation. Je vais garder ici mon espace continu, mon espace discret, donc toujours discret à droite, continu à gauche. Ce que j'ai, c'est cette image ici. Ce que je veux obtenir, c'est cette image-là. Je veux obtenir une image discrète qui mime le fait que j'ai fait une dérivation dans l'espace continu. Cette image discrète, elle provient d'une image continue. Elle a été acquise par mon système optique, par mon système de caméra, à partir de la projection de cette image continue sur ma rétine. Dans l'espace continu, la dérivation est définie. Donc je sais mathématiquement faire ça. Donc maintenant, je sais mathématiquement passer de cette image-là à cette image-là, donc que ce soit dérivation, transformation géométrique, filtrage, etc. Donc je sais passer de cette image-là à cette image-là. Je sais passer de l'image continue à l'image discrète, et je sais passer de l'image discrète à l'image continue. Et ce que je vais vouloir faire, c'est passer de cette image discrète à cette image discrète. Pour pouvoir passer de là à là, eh bien, je vais faire une construction mathématique qui revient à faire cette opération-là. Donc cette opération de là à là, elle est équivalente à une opération comme ceci. Donc la première chose, c'est de passer de l'image discrète à l'image continue. Pour passer de l'image discrète à l'image continue, j'utilise le noyau de reconstruction ou d'interpolation. Alors évidemment, je ne vais pas pouvoir, avec mon noyau de reconstruction ou d'interpolation, obtenir cette image continue, mais une approximation de cette image continue, qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, mathématiquement, la dérivation de cette image, elle est définie, et me donne potentiellement cette image-là, non pas l'image tout à l'heure, mais une image plus grossière de la dérivée. Et puis, je sais passer de cette image continue à cette image discrète en utilisant le noyau d'échantillonnage, qui me donne évidemment non pas cette image discrète-là, mais celle-ci. Donc maintenant, comment on va passer de cette image discrète ici à cette image discrète ici? Première chose, il faut vous rappeler que cette image ici, cette image discrète, elle est représentée par une grille de nombres. Pareil pour celle-là. Donc la question maintenant, c'est comment je passe de ces nombres-là à ces nombres-là. Donc j'ai mis évidemment des faux nombres ici. Pour passer de cette image à cette image, je vais utiliser la convolution avec un noyau discret. Voilà le noyau discret. La question c'est comment est-ce que je vais établir les poids dans ce noyau discret, comment est-ce que je vais définir les poids que vous voyez ici, qui me permettent de passer de cette image-là à cette image-là, comme si j'avais fait tout ce processus ici. Alors bien sûr, je ne vais pas vous définir entièrement mathématiquement cette opération, mais je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'elle est réalisée. Pour réaliser cette opération, j'ai besoin de connaître l'opération mathématique ici continue que j'utilisais, donc ici par exemple la dérivation, mon noyau de reconstruction ou d'interpolation et mon noyau d'échantillonnage. Pour obtenir cette séquence de poids, la première chose que je vais faire, c'est que je vais appliquer l'opération continue dont je parlais tout à l'heure à mon noyau d'interpolation. Alors ce n'est pas tout à fait l'opération continue en question, c'est une opération équivalente. Par exemple, si c'est une transformation géométrique, alors c'est la transformation géométrique inverse. Par exemple, si je veux faire une rotation dans le sens trigonométrique, je vais faire une rotation équivalente dans le sens horaire. Si je veux faire une translation de
je ne sais pas, 1,2 cm dans ce sens-là, je vais faire une opération de translation de 1,2 cm dans ce sens-là pour le noyau, et ainsi de suite. Pour les filtres passe haut, passe bas, je vais filtrer passe haut, passe bas ce noyau. Et puis pour l'opération de dérivation, eh bien, au signe près, il va falloir que je dérive ce noyau. Donc je vous ai présenté un petit peu symboliquement cette opération de dérivation. Voilà, j'obtiendrai un noyau dérivé. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais échantillonner ce noyau dérivé. Donc ça veut dire que je vais, en fait, faire passer ce noyau dérivé ici dans la grille et l'échantillonner. Pour l'échantillonner, je vais utiliser le noyau d'échantillonnage que je vais positionner aux différents points de cette grille. Et donc, pour obtenir chacune des valeurs que l'on a vues tout à l'heure, je vais intégrer la fonction ici de mon noyau d'interpolation qui a subi la transformation continue, donc ici la dérivation, je vais l'intégrer avec ce noyau-là. Donc par exemple, pour obtenir la valeur qui est ici, je vais intégrer la zone que l'on voit ici avec ce noyau-là. Et ainsi, j'obtiendrai les valeurs de mon noyau me permettant de réaliser une transformation discrète qui est équivalente à une transformation continue, ici la dérivation. Cette opération, c'est une opération de convolution, donc peut-être que vous avez vu la vidéo sur la convolution, sinon je vous conseille de la regarder. On va juste se rappeler rapidement en quoi consiste cette convolution. Donc toujours notre image continue ici, enfin pardon, notre image de départ, là cette fois-ci elle n'est pas continue. L'image de départ ici, l'image d'arrivée ici. On va les grossir un petit peu pour mieux voir. Donc globalement, supposons que je veuille trouver cette valeur ici. Pour retrouver cette valeur ici, eh bien, je vais me placer sur le pixel équivalent ici. Voilà, je vais définir un voisinage de la même taille que mon noyau. Donc ici, c'est un voisinage 5,5. Et puis, je vais multiplier chacune de ces valeurs par les valeurs qui sont ici et faire la somme de ces multiplications. C'est ce qu'on appelle la convolution discrète. Voilà, et je vais faire ça pour chacun de mes pixels ici, obtenir les valeurs pour chacun des pixels ici, et j'obtiendrai alors mon image résultante. Ce cours est maintenant terminé. Je vous remercie d'y avoir assisté, et je vous souhaite bon courage pour la suite. Au revoir.